Temura Daf Yudbet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. En hameduma medameya ela lefi heshbon. En hamehumatz mehametz ela lefi heshbon. En hamaim asheuvin poslim et amikve ela lefi heshbon. En mechatat nasin mechatat ela im matan efer. En betapras ose betapras. ואין תרומה אחר תרומה, ואין תמורה עושה תמורה, ולא הוולד עושה תמורה. רבי יהודה אומר, הוולד עושה תמורה. אמרו לו, הקדש עושה תמורה, ואין הוולד עושה תמורה. Cette Mishnah, en effet, va dévier de Masechet Tmura. Tout le début de la Mishnah n'a rien à voir avec le sujet principal de la Masechet. Masechet Tmura, c'est le sujet de l'échange. Lorsqu'on veut remplacer un korban par une autre bête, chose qui est interdite par la Torah, mais tout de même, si la personne a enfreint le pasouk, elle a enfreint ce issour, le résultat est tout de même présent. Ça veut dire que la deuxième bête sera kadosh ve'hayahu tmurato yeh kodesh. En effet, ça a un impact. Mais qu'est-ce que ça vient faire tout le reste ici? En réalité, le début de la Mishnah, qui n'a rien à voir avec Masechet Temura, a été enseigné par rapport à la fin de la Mishnah. Puisqu'à la fin de la Mishnah, on va nous enseigner une halakha par rapport à Tmura. Toutes les halakhot qui ressemblent à cette halakha ont été citées ici. Vous l'avez constaté. Au début, qu'est-ce qu'on nous dit? En ameduma medabeya ela lefi cheshbon. En amechumat mechametz ela lefi cheshbon. En amaim shuvin posim damikve ela lefi cheshbon. Voyez-vous la symétrie? Ça veut dire que ce sont des halakhot qui sont similaires et semblables dans la forme, mais rien à voir dans le fond. Ce sont des sujets qui ont juste un point commun, c'est la syntaxe, la manière de formuler la halakha. Alors lisons. En ameduma medameya ela lefi cheshbon. Vous savez qu'est-ce que c'est que meduma? C'est la terouma qui est mélangée au choulin. Lorsqu'on prend 1 kilo de terouma, qui ne peut être mangé que par les Kohanim. Un zar, un étranger qui n'est pas Kohen, évidemment, il n'a pas le droit de manger la terouma. Si cette terouma s'est mélangée à du choulin, qu'est-ce que l'on fait? Alors, s'il y a 100 fois plus de choulin par rapport à la terouma, c'est-à-dire qu'il y a 100 kilos de fruits choulin, 1 kilo de fruits terouma, et ça s'est mélangé, il n'y a pas de problème. Ta'ale be'ehadu me'a. Qu'est-ce que ça veut dire ta'ale be'ehadu me'a? Il va y avoir deux facteurs qui vont déclencher le héter. Premier facteur, c'est le ribouille. Ici, ça ne suffit pas qu'il y ait 60 fois plus de héter par rapport au issou. Il faut qu'il y ait 100 fois plus. Au niveau de la terouma qui est kadosh, lorsqu'elle est mélangée au choulin, pour qu'il y ait bitoul, berov, l'annulation de la minorité dans la majorité, il faut que cette majorité soit 100 fois plus, dans cette proportion. Aleph. Deuxièmement, il faut ta'alé. Il faut retirer 1 kilo de ces 101 kilos et donner au Kohen. En présumant, ou en supposant, que le kilo que je lui ai donné, c'est le kilo de terouma. Il y a une chance sur 1 milliard que le kilo que j'ai pris d'ici, de ce mélange, et que j'ai donné au Kohen, c'était le fameux kilo qui est tombé dedans. Ta'ale be'ehadu me'a. Mais maintenant, on va parler du cas contraire. C'est-à-dire, il n'y avait pas 100 fois plus.
Donc on n'avait pas le premier facteur de l'annulation de la minorité dans la majorité. Il n'y avait pas ce bitoul, puisqu'il n'y avait pas 100 fois plus. Il n'y avait pas 100 kilos. Il n'y avait que 80 kilos, par exemple, de houlin et 1 kilo de terouma. Quand ça s'est mélangé, comment ça s'appelle? Medouma. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Medouma? On a déjà vu que Dim'acha, ça fait allusion à la terouma, dans le pasouk. Mele'atra, Vedim'acha, lote acher. Mele'atra, c'était Bikurim. Pourquoi Bikurim s'appelle Mele'a? Car c'est la mitzvah première qui s'impose à l'homme lorsque la tevoua elle est Mele'a. C'est-à-dire qu'on a maintenant tous les fruits. Hita, Se'ora, Gefen, Te'ena, Rimon, Zaïd, Tamar. Maintenant qu'on a tous ces fruits, c'est malé. La première mitzvah, c'est Bikurim. D'ailleurs, déjà, quand c'est sur l'arbre, on a déjà désigné le fruit Bikurim. Mele'atra. Dim'acha, c'est que la terouma, elle est mélangée au tevel. Dans le tevel, il y a de la terouma. Et pour ceux qui se souviennent, on avait expliqué que le verbe mélanger, ça s'appelle en hébreu aussi les dameya. Pourquoi? On avait rappelé que les larmes, en hébreu se dit démaot. Pourquoi? Parce que un homme qui voit, la vue doit être claire, limpide. Dès qu'on voit trouble, ça veut dire qu'on ne voit pas bien. Quand on pleure, qu'est-ce que font les larmes? Elles vont troubler l'œil, troubler la vue. Elles mélangent. Chaque chose, dans le champ visuel, chaque chose a sa place. Mais dès que les choses se mélangent, elles sont troubles, ça veut dire qu'on ne voit pas bien. La dim'a, elle est meddama'at l'œil. Et on voit plus bien quand on a des larmes dans les yeux. Ça fait un mélange. Alors, je ferme la parenthèse pour dire que, d'après la Mishnah, quel est le din s'il y a eu 2 dimois? Un dimois premier, et ensuite de ce premier dimois, il y a eu encore un deuxième dimois. Prenons l'exemple concret. J'avais 1 kilo de terouma qui s'est mélangé au houlin. Il y avait combien dedans? On a dit par exemple 80 kilos. Est-ce que ça suffit pour faire le mélange? Non. Tout est maintenant Medouma. Est-ce qu'un Israël peut mélanger? Est-ce que ça suffit pour annuler la minorité dans la majorité? Ça ne suffit pas. Il faut 100 fois plus. Alors tout est assaut pour le Israël. Qu'est-ce qu'on va en faire? Non. On n'a pas le droit d'être mevatel le issour. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre à un Kohen pas cher. Il n'y a qu'un Kohen qui peut manger ce mélange. Mais la terouma, elle est de combien? 1 kilo. Le reste, 80 kilos, ça appartient au Israël. Le Israël lui dit, moi je te vends 80 kilos de houlin. Il lui offre 1 kilo. Enfin, 1 kilo, ça t'est offert, c'est à toi. Tu es Kohen. 80 kilos, je te les vends. Paye-moi. L'autre lui dit, tu connais la règle du commerce. L'offre et la demande. Combien de demandes tu as pour ces 80 kilos? Les bénis Israël, ils ne peuvent pas t'acheter. Il n'y a que des Kohanim qui peuvent t'acheter. Et nous, les Kohanim, on est harif. Alors, tu vends pas cher si tu veux. Tu me fais 50% de réduction. 70% de réduction. Sinon, laisse tomber. Vas-y, reste avec. Tu peux rien faire. Clientèle sélectionnée. Et donc, automatiquement, ça baisse le prix de ce houlin. Mais imaginons maintenant, à partir de ces 81 kilos, 80 kilos de houlin et 1 kilo de terouma qu'il y avait dedans, qu'on appelle medouma, quelqu'un par erreur a pris d'ici 1 kilo. Et il a mis où? Encore dans du houlin. Il y avait encore du houlin. Dans ce houlin, il y avait par exemple 60 kilos.
60 kilos, ça suffit pour annuler 1 kilo? Non. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le deuxième mélange? Le deuxième, dis-moi. Hein? Cohen. Eh bien, la halakha est la suivante. Il est fort possible, même si 60 kilos, ça ne suffit pas pour annuler 1 kilo, mais ça suffit pour annuler la partie terouma qu'il y a dans ces 1 kilo. C'est-à-dire, déjà, au début, il y avait 1 kilo de terouma qui s'est mélangé à 80 kilos. Et ensuite, de ces 81 kilos, qu'est-ce qu'il y a eu? 1 kilo qui est passé de l'autre côté. Mais dans ce 1 kilo, il y a une proportion. Il n'y a pas que de la terouma. Il y a aussi du choulin dedans. Alors, je suppose que la terouma qu'il y a dans ce choulin, c'est 1/80e. Ça veut dire que dans ce 1 kilo de... qui est repassé du premier mélange au deuxième mélange, dans ce 1 kilo, il y avait 80 kilos de choulin et 1 kilo de trouma. Donc la terouma, elle est 1/80e par rapport au choulin. Donc ça veut dire que je reprends maintenant ce kilo-là. D'accord? Je prends, combien c'est 1 kilo? C'est 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 80. Et c'est ce 1/80e, je considère qu'il est terouma. D'accord? Prenons par exemple, venez, on va faire le calcul. 125. Bravo! C'est 120. C'est 12,5. 12,5. Ça veut dire que je vais prendre 1000 grammes divisé par 80. Ça fait 120. Ça va me faire 120. 125 grammes. Ah, pourquoi 125? non, 12,5. J'ai maintenant, dans ce kilo-là, j'ai 12,5 grammes de terouma. C'est ça ce qu'il me faut maintenant. 100 fois 12,5. Combien ça me fait? 12 kilos. Hein? 12,5 multiplié par 100. Non. 1 kilo 250. 1 kilo Ils sont 250. annulés avec les 70 kilos que tu as mis. 1 kilo 250 de choulin suffiront pour annuler les 12,5 grammes, puisque ça me fait 100 fois. Et comme ça me dit, ça fait pas, c'est comme un chou-gros, tu le tires au demi passé. Très succinctement, je répète très succinctement, nous avons une halakha qu'un issour qui s'est mélangé à héter, le tout peut devenir permis dans la mesure où on a la proportion nécessaire entre le héter et le issour. Généralement, il faut 60 fois plus de héter par rapport à un volume de issour. Mais pour la terouma, il faut 100 fois plus de héter, de choulin, par rapport à la terouma. J'ai 1 kilo de terouma qui s'est mélangé à 100 kg de choulin. L'ensemble est permis à condition de retirer juste 1 kg et de le donner au Kohen. On suppose que ce 1 kg qu'on a donné au Kohen, c'est peut-être la terouma, peut-être. En tout cas, tout le reste va être permis. Mais dans la mesure où on a moins de 100 kg, on a par exemple 99 kg de choulin et 1 kg de terouma, tout est interdit. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va vendre au Kohanim. À part le kilo de terouma qu'on va donner gratuitement, on vend les 99 kilos pas cher. Mais, maintenant, quel est le din? Dans la mesure où, par exemple, j'avais 1 kilo de terouma qui s'est mélangé à 80 kilos de choulin. Tout est interdit. Maintenant, de ce premier mélange de 81 kilos, et il y a eu quelqu'un par erreur qui a pris 1 kilo d'ici, il a mis encore dans 50 kilos de choulin. Le tout est interdit? A priori, oui. Pourquoi? Parce que j'ai que 50 kilos, il m'en faut 100 pour annuler la terouma. Mais là, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'on n'a pas besoin d'annuler 1 kilo de terouma. On doit annuler la terouma qu'il y a dans le kilo premier. Puisque, d'abord, au début, il y avait 1 kilo de terouma qui s'est mélangé à 80 kilos. Et ensuite, de ces 81 kilos, il y a eu 1 kilo qui est passé de l'autre côté. Dans ce 1 kilo, il n'y a pas que de la terouma, il y a aussi du choulin. Alors, il y a combien de terouma et combien de choulin? On suppose que la proportion, elle est
puisqu'il y avait 80 kilos et 1 kilo, donc la terouma elle est 1/80e du houlin. Donc prenons par exemple, si encore on a eu 1 kilo qui est passé de l'autre côté, 1 kilo c'est 1000 grammes, combien c'est 1/80e de 1000 grammes? 12 grammes,5. Alors maintenant, combien de terouma j'ai dans le deuxième mélange? 12 grammes,5. Combien faut-il pour mélanger? 12 grammes,5. 100 fois plus. 100 fois 12 grammes, c'est 1,250 kg. Si j'ai 100 fois 12 grammes,5. Donc si j'ai 1,250 kg dans le deuxième mélange, c'est bon, c'est caché. À plus forte raison, si j'ai 50 kg, je suis largement au-dessus. Il faut juste que je prenne 12 grammes,5 et que je donne au Kohen. Alors, donc, je permets en supposant tout cela. Pourquoi est-ce qu'on suppose les hakel? Ça fait bizarre, puisque on ne peut pas savoir. Si on avait un moyen d'analyser biologiquement, peut-être qu'il y a plus de terouma. C'est que nous disons que Me'ikar ad-din, même moins que ça, c'est baptême. Ce din n'est que midera banane. Alors on a été mekil. Le fait d'exiger 100 fois plus. Il devient caché. Israël, il peut les... Les hachamim, eux, qui ont institué la humra, dans des cas de mélange sur mélange, ils ont institué la couleur. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Sinon, c'est quoi la base? je multiplie les Batel Bérov. Batel Bérov. Voilà, on multiplie les mélanges, j'en récupère la totalité si quoi elle ne peut pas acheter. 1 sur 2. Si j'ai un marchand, je fais ça, j'ai 85. D'accord. Oui, mais c'est eux qui ont, par exemple, or là, par rapport à la Gdusha de la Terouma. Par exemple, qu'il est à Kerem, c'est 200 fois plus. Qu'il aïm. Qu'il aïm, 200 fois plus. Quoi qu'il aille. Et il y a des cas où ils disent on fait Afilou mélange Elef de Lobatel. deux sortes, Par de exemple, deux races, de deux Davar chez produits. Shlomatirim, Davar Hashuv, Haticha Raouya Litrabel, Biria, tout ça, Afilou Elef Lobatel. C'est Hachamim qui ont mis des xérotes dans certains cas. Et la base, la règle générale, c'est Batel Bérov. Et là, le la tête des chichis. Shishim, c'est une autre histoire. Shishim, c'est par rapport au goût. Min be'esheno mino. Pas ben min be'mino. La Torah qui a donné la tête des chichis. Oui, ça c'est déjà, ça c'est relatif au goût. Le goût, c'est Minatora. Allez les frères et les amis, deuxième halakha de la Mishnah. Ve'ena mehumatz, mehametz, el alef heshbon. Qu'est-ce que ça veut dire ve'ena mehumatz, mehametz, el alef heshbon? Ve'ena mehumatz, mehametz, el alef heshbon. La deuxième halakha de la Mishnah, on parle ici de Hametz. Attention, on ne parle pas du tout de Pessah. Ne rentrez pas là-dedans. On est toujours dans le domaine de la terouma et du houlin. On vient d'expliquer que la terouma, si elle s'est mélangée à du houlin, alors il faut qu'il y ait 100 fois plus de houlin pour annuler la terouma. D'accord, ça on l'a compris. Maintenant, quel est le din si on a de la levure de terouma? Qu'est-ce qu'on fait normalement avec la terouma? On l'offre au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen avec? Il mange. Comment il mange? Soit il mange les fruits terouma, soit par exemple, il fabrique du pain avec le blé qu'on lui a donné. Il prend le blé, il va le moudre, il va faire la farine, de la pâte, du pain, et il mange le pain. Comment s'appelle ce pain? Terouma. Il peut prendre par exemple cette orge et fabriquer avec ça de la levure. Comment? Il prend cette orge-là, il fait fermenter. Ou bien il prend de la pâte, du pain qu'il a fabriqué, la pâte, et il la laisse pourrir, moisir, jusqu'à ce que ça devienne de la levure, du levain. Et après ça, il met dans de la pâte, il fait fermenter la pâte. Monsieur Cohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait de la pâte qui est houlin. Il a pris de la levure qui est terouma. Et il a tout mélangé dedans. Maintenant, est-ce que monsieur Israël qui est invité chez lui, il peut manger de ce pain, oui ou non? Il ne peut pas manger. Pourquoi? C'est vrai que toute la pâte c'était houlin. Donc le Israël aurait pu manger. Mais le problème c'est que monsieur Cohen dans sa cuisine, il avait mis de la levure. Laquelle? La terouma, parce que lui il mange de la terouma. Alors maintenant, il met de la baguette, il met de la challah sur la table.
Monsieur Israël lui dit, monsieur, j'ai le droit de manger? Demande au rabbin. Le rabbin lui dit, mais tu ne peux pas, puisque la levure, c'est elle qui a fait fermenter la pâte, et cette levure, elle était terouma. Mais il lui dit, mais monsieur le rabbin, la levure, vous savez combien il y en avait? Très très peu. Il y avait 100 fois plus de pâte que de levure. Il dit, oui, c'est vrai. Mais la levure, même s'il y a 100 fois plus de pâte, elle ne s'annule pas. Pourquoi? Car c'est la levure qui a fait que le pain est devenu pain. Davar amaramid, une chose qui donne la consistance. C'est un élément qui, lui, est l'élément principal du mélange, n'est pas annulé. Car la notion d'annulation, même en français, c'est quoi? Annulation, nul. Ça veut dire que la minorité est nulle par rapport à la majorité. Pourquoi est-ce que la minorité s'annule par rapport à la majorité? Parce qu'elle n'a pas d'importance, elle est nulle. Batel Bérov. Mais quelque chose qui est important, même s'il est minoritaire en quantité, mais il est important en qualité, il n'est pas nul, il n'est pas annulé. Davar ma'amid lo batel. Exemple, de la présure animale dans du fromage. Si la présure n'est pas cachère, vous allez me dire, mais combien de présure il y avait? Il y avait beaucoup plus de lait. Malgré tout, tout est assourd. Pourquoi? Car cette présure non cachère, c'est elle qui a fait que le fromage est devenu fromage. Et de ce fait, on ne peut pas être indulgent. On ne peut pas dire que tout est cachère à ce titre-là de bitoul. La même chose, ici, on est en train de dire En mehumatz, mehametz, et là les fi heshbon. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons maintenant qu'on a eu un transfert. On a eu d'abord une première pâte qu'on a transformée en levure. Ça veut dire que, la levure a fait que la pâte elle était mélange levure trouma avec de la pâte cholin. On a dit tout est assourd pour le Israël. Mais maintenant, imaginons que toute cette pâte là, on n'a pas fait du pain. On l'a laissé fermenter. On l'a laissé devenir levure. Et après on distribue. Tu veux de la levure? Prends de la levure. Maintenant, de cette levure-là, on a mis dans encore une autre pâte. Le deuxième pain, là, la deuxième pâte, là, est-ce qu'Israël peut manger? Non. Pourquoi non? Parce qu'elle ne s'annule pas la levure. Ah, vous avez entendu ce qu'a dit Rabbi Matok? C'est beau. Elle est de la consistance même du pain. C'est beau, mais c'est faux. Le pain devient levure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout dépend combien quand Bravo! Tout dépend dépend. deuxième, Un col effet heshbon. Ça veut dire quoi, tout dépend? Écoutez de quoi ça dépend. Cette fois-ci, ça ne va pas dépendre de... Elle a perdu sa qualité première, la levure, en fait. Elle a moins de force. Ça ne va pas dépendre des 100 fois plus. Avant cela, on avait dit que ça dépendait d'une quantité de 100 fois plus. C'était ça la proportion. Or maintenant, on ne parle plus de cela. Maintenant, on parle d'effet, d'impact, d'influence, d'action. La levure, c'est elle qui va impacter la pâte. D'accord? Mais imaginons que dans cette levure, il y avait deux parties. Une partie assour, une partie mouta. Une levure permise, une levure interdite. J'ai mis les deux levures, terouma et levure cholin, dans une pâte. La pâte maintenant, elle a été fabriquée grâce à la levure, mais il y a deux levures. La levure interdite et la levure permise. Alors on te dit, ça dépend. Si la levure qui est interdite n'aurait pas pu faire toute seule de la deuxième pâte une pâte, c'était pas assez comme quantité. Il a fallu que le cholin, que la levure cholin s'associe à la levure trouma pour que la deuxième pâte puisse fermenter. Dans ce cas-là, c'est permis. Zé gorem mutar. Répétez. Zé gorem mutar. Qu'est-ce que ça veut dire zé gorem mutar? Ça, c'est quelque chose qui est hyper important comme principe. C'est fondamental. Lorsqu'on a deux éléments
qui déclenche un troisième élément. Le Mahamid. Le troisième élément est permis, même si l'un des deux éléments qui a généré le troisième élément était interdit. Peu importe la quantité, ça veut dire que c'est déjà maintenant une question. Bien sûr, il ne faut pas qu'il soit plus que l'eau, parce que sinon, déjà à l'origine, s'il y avait bitoul de la minorité permise dans la majorité interdite, si déjà à ce moment-là, c'est baptême, c'est baptême. Mais là, on parle de les deux. Alors maintenant, les deux, j'ai la levure permise, j'ai de la levure interdite. L'assemblage des deux a permis de fabriquer une nouvelle pâte. C'est permis cette pâte. Pourquoi? Parce que le issour tout seul n'était pas suffisant pour agir. C'est le contraire. Pourquoi je dis pas ça pour la première fois? Si la première fois il y avait un phénomène suffisamment important pour que la pâte puisse monter, pourquoi les considérer comme Rabbi Moshe, Ishme'u oznecha ma shepicha medaber. La première fois, il n'y avait qu'une seule levure de terouma. Non, mais écoutez jusqu'au bout. Écoutez jusqu'au bout. La première fois, il n'y avait qu'une seule levure de terouma. Et cette levure de terouma a fait fermenter la pâte. Donc elle a fait fermenter. Si elle n'a pas fait fermenter. Mais on a parlé du cas normal. Alors vous me parlez d'un cas autre. Moi je vous ai parlé du cas normal, où la levure a fait fermenter la pâte. Alors, donc c'était qui a fait fermenter la pâte? C'était la terouma qui a souffert. Alors c'est quoi la question? Si dans je reviens au premier cas, tu disais que la levure a fait fermenter. Il n'y a pas eu suffisamment de levure pour faire fermenter. Donc vous parlez d'un autre cas. On ne parle pas de ce cas. Alors nous on parle d'une pâte qui a fermenté. Avec quoi elle a fermenté? Avec la levure. Donc la levure terouma qu'il y avait dedans a fait fermenter la pâte. Point à la ligne. C'est pas shoot. Maintenant on parle de cette première pâte qui, elle, maintenant, elle est composée de deux parties, terouma et houlin. De ce morceau de levure, j'ai mis dans une deuxième pâte. Alors là, je dis, la deuxième pâte aussi, elle a fermenté. Bien sûr qu'elle a fermenté. Mais maintenant, comment je calcule, comment je raisonne? Je raisonne avec la proportion. Combien de levure y a-t-il dans la levure du deuxième mélange? Alors je dis, si la levure terouma qu'il y a dans le deuxième mélange, et si elle était seule, isolée, elle n'aurait pas été suffisante, alors en effet, elle n'a pas la capacité à interdire la deuxième pâte. Alors, quelle est votre question maintenant? La question, c'est la première, je reviens donc à la première, qui était celle de dire que s'il n'y a pas suffisamment de levure terouma pour faire monter la. C'est un autre cas complètement. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu de fermentation du tout. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu de fermentation du tout, il n'y a pas de Quand problème. il rajoute la holine, elle devient kasher. Ça, il peut manger. Il a fait. Pourquoi vous dites rajoute houlin? Quand vous dites comme ça, c'est assourd de faire ça. Assourd de faire ça. Il faut la levure. Il y a 80%, c'est pas assez. Il a mis 80% radosh. Il a rajouté 20% holine. Il peut manger cette pâte ou pas? Bravo. Bravo. À l'envers. Hazak. Et là, c'est tout interdit. Non, Maintenant, là, les amis. Là, c'est mon tas. Regardez Rashi, on va lire le Rashi. En mehumatz mehametz ela lefi heshbon. Isa shel houlin, une pâte qui est houlin, qui n'est pas terouma. Shenit hamtza beseor shel terouma, qui a fermenté avec de la levure terouma. Harekula asura, toute la pâte est interdite. Pourquoi les amis? Aidez-moi. Parce que dans la pâte, il y a un ferment qui est assourd. Ve'im nafal me'ota isa letoch isa acheret shel houlin. Si ensuite il y a eu un deuxième mélange de la première pâte, on a pris de la levure pour faire fermenter une deuxième pâte qui est houlin. Ve'himtsata, et elle a fait fermenter la deuxième pâte. Et naosrata, elle ne va pas interdire la deuxième pâte. Pourquoi? Et là, les fait cheshbon, seor terouma, chez merourav ba, qu'en fonction du cheshbon de terouma qui est mélangé dedans. Kloma, in nafal ba'isa harona, minarishona, shi'ur gadol kolkach, sheyehebo miseor shel terouma, shentamtsa mimenu, kede lehametz et harona, asura, af harona. S'il y a suffisamment de levure de terouma
qui se trouve mélangé dans le deuxième mélange, de quoi générer la fermentation à lui tout seul, à elle tout seul. Dans ce cas-là, la deuxième pâte est aussi interdite. Ve'im ben nakol, ben shenafal min harishona letoch ha'harona, en bo ela kedei lechametz, ha'harona muteret, lechametz ha'harona, muteret ha'harona, shelo nafal ba min hateruma kedei lechametz. C'est-à-dire, mais si dans la deuxième pâte, le deuxième mélange, la partie terouma qui se trouve dans cette levure n'était pas suffisamment importante en quantité pour générer la fermentation, à elle toute seule, eh bien tout est moutar. Comment ça s'appelle en hébreu? Zé, vézé, gorem, moutar. Le deuxième. Le pain sans levure. Vous voulez que je vous donne un exemple? Japeta. C'est toujours Un le exemple. deuxième. Si je prends par exemple des graines de issour, des graines de issour, des graines qui sont interdites, et je les mélange et je les sème, je les plante dans le sol, et ça me donne des fruits. Ces fruits sont permis. Pourquoi? Car qui est-ce qui a fait pousser les fruits? Deux éléments. La graine que j'ai plantée et la terre. La terre est aussi un facteur de la pousse des nouveaux fruits. Car les graines toutes seules, sans la terre, ils n'auraient pas pu faire pousser les fruits. Donc les fruits, ils sont issus de l'assemblage de deux éléments. De la graine plus la terre. La terre, elle est permise. Les graines sont interdites. Alors, graine plus terre a donné fruit. Le fruit est le résultat de Zévézé Gorem Moutar. Pourtant, c'est un élément majeur. La terre Et même la graine elle-même s'annule dans la sans la terre. terre peut faire. La graine sans la terre, elle peut pousser, mais la terre avec son graine, elle ne peut rien donner. La graine sans la terre, comment elle peut pousser? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des graines qui arrivent à faire pousser sans terre les champs. Comment ça? Je suis pas suffisamment compris dans le problème. Il y a quelque chose qui est génial dans ce que Il y a parce qu'on a dit que c'était marmite. Ce qui est marmite, c'est pas la terre qui est marmite, c'est la graine. Est-ce que des graines toutes seules, ici, voilà, j'ai des graines, Elles peuvent germer, oui. elles peuvent pousser? Des Toutes graines, seules? des graines ici Hein? peuvent germer. Avec quoi? Avec quoi? Avec de l'eau. Bravo. Vous l'avez dit. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est quoi? C'est un élément étranger. Donc, le fruit, il est né à partir de quoi? L'eau plus la graine a donné une nouvelle pousse. Donc, alors une fois c'est la terre, une fois c'est l'eau. Mais en tout cas, il y a un élément étranger qui interfère. Si on part de là, l'élément qui interfère pour la levure, c'est pareil aussi. C'est-à-dire, Pour arriver à faire de la levure, Marmite. on ne peut pas faire de la levure sans eau, ni sans. Donc l'élément le plus important, parce qu'avec très peu de levure, on peut faire du pain. Donc si on part de ce principe, là, il ne peut pas y avoir de levure interdite. bonne question. La réponse, vous voulez répondre vous-même ou bien je Je réponds? ne sais pas, ça n'arrive pas. Vous savez, la réponse elle est différente. C'est que l'eau et la graine qui ont poussé, ça reste deux éléments différents. Il y a de l'eau et il y a une pousse. Il y a de la terre et il y a une graine. Ce sont deux éléments qui restent distincts tout le temps. Mais la levure, même si vous mettez de l'eau dans une pâte pour faire une levure, ça devient une seule entité. Il n'y a pas deux éléments, la levure et l'eau. Il y a une levure où il y a dedans deux éléments. Mais il y a un seul élément. Donc maintenant, quand j'ai pris de la levure permise et j'ai pris de la levure interdite, ça fait deux éléments. Exactement. C'est Vazé Gorem. Je demande. Mais c'est Encore. Troisième halakha de la Mishnah, toujours dans le même esprit. En המים השאובים פוסלים את המקווה אלא לפי חשבון. tu vas devenir Noël à la fin. La Mishnah nous enseigne qu'un mikvé, pour qu'il soit kasher, il faut qu'il ait 40 CA. C'est le minimum du volume d'eau nécessaire pour que le mikvé soit kasher. Deuxième condition, c'est que cette eau-là ne doit pas être de l'eau puisée, que je puise des seaux d'eau et je remplis un bassin. Je puise, je remplis. Non, il faut que ce soit
soit de l'eau de pluie, soit de l'eau de source, mais pas de l'eau puisée par l'homme. Donc on a compris ces deux éléments, axiome de base. Maintenant, quel est le din? Si je n'avais pas les 40 CA, je n'avais que 39 CA d'eau de pluie, et moi j'ai été puiser une CA d'eau, et j'ai complété les 40 CA. Cachère ou pas cachère? Pas cachère. Un tel beurre. Non, le rhum est cuit. Alors chacun a donné son idée. On va voir qu'est-ce que nous dit la Mishnah. En hamaim hashe'uvim poslim et amikve ela lefi cheshbon. La Mishnah dit une phrase qui n'est pas compréhensible du tout. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous donner l'explication maintenant, parce que l'explication se trouve dans la Gemara. Et la Gemara elle-même va donner une première interprétation, elle va la réfuter, elle va en donner une autre. Donc je ne vais surtout pas anticiper et m'avancer maintenant. Donc je ferme la parenthèse et on avance pour arriver à la Gemara. Encore une halakha. El mehatat na'asin mehatat ela imatan efer. Qu'est-ce que ça veut dire mehatat? L'eau de la purification. Vous savez que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait moyen de se purifier, même lorsqu'on est rentré au cimetière, même lorsqu'on a touché un mort. De nos jours, on est presque tous mais émettent, parce qu'on était en contact avec un mort à un moment donné, ou quelqu'un qui a touché un mort. Et de ce fait, aujourd'hui on est impur. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas le mikvé. Pour tout admettre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut hazaat mais hatat. Il faut être aspergé avec les eaux de source qui ont été mélangées aux cendres de la vache rousse. Puisque nous n'avons pas la vache rousse, eh bien on ne peut pas se purifier. Le Cohen est dehors tout le temps. Non. Il touche pas le mort. Non, mais vous avez dit bonjour à quelqu'un qui a touché un mort. Ah. Alors, de ce fait, en effet, quel est le din maintenant au niveau de la fabrication de ce mélange? Quand on avait le Beth Amikdash, on avait l'eau de source et on avait la cendre de Paradouma. Quand est-ce que l'eau de source avait le statut de Kadosh? Ce n'était que à partir du moment où on a mélangé les cendres de Paradouma avec l'eau. Pas Kadosh, comme j'ai expliqué, c'est mal dit, ça veut dire le statut de Mehatat. Le statut de Mehatat. Pour que ça obtienne ce statut-là de Mehatat avec des dynimes qui lui sont spécifiques et particuliers, il faut qu'il y ait eu déjà le mélange de la cendre de la vache rousse avec l'eau de source qui est dans le Kéli. Maïm Haïm El Kéli. Lorsqu'on a mis l'eau dans le Kéli et qu'on a mis la cendre de la vache rousse dans cette eau, dans ce Kéli, maintenant ça s'appelle Meihatat. Traduction de Meihatat, eau lustrale ou eau de purification. Encore une halakha, les amis, sachez que j'essaye de rester flou parce que je ne veux pas prendre la place de la Gemara maintenant. La Gemara va nous expliquer. Comprenez que chaque phrase de la Mishnah, elle est extrêmement compacte, condensée. Donc ça nécessite développement. C'est le travail de la Gemara. Encore. Ve'en betapras, rose betapras. Qu'est-ce que ça veut dire? Betapras, c'est une halakha des Rabbanan. Normalement, lorsque nous avons un mort qui est enterré dans un endroit, eh bien il faut faire attention que le Kohen n'aille pas sur cette tombe, ne marche pas là-bas. Et Israël qui a marché dans cet endroit devient tamé s'il touche la tombe, n'est-ce pas? Si il s'est retrouvé au-dessus du mort. Ça s'appelle Tum'at Ohel. Tum'at Ohel. On est au-dessus du mort, on est comme le Ohel du mort.
Quel est le din s'il y avait quelqu'un qui a été enterré dans un champ et malheureusement personne n'est capable d'identifier l'endroit? Et il y a eu une vente, le champ a été vendu, arrive le nouveau propriétaire avec sa charrue, il a labouré tout le champ. Quelqu'un vient lui dit, mais tu sais qu'il y avait dans ton champ un kéber, quelqu'un qui était enterré, il dit, tu es sûr? Il a dit oui. Depuis quand? Ça fait déjà 50 ans qu'il y avait là-bas un enterrement, ici à droite. On a Moshe, à droite. Il y a eu quelqu'un qui était enterré et son squelette était en dessous. Alors, le squelette a été probablement broyé par la charrue et les petits morceaux d'os se sont dispersés. Puisque les petits morceaux d'os se sont dispersés, alors maintenant on n'a plus de problème de Tumat Ohel. Parce que pour Ohel, il faut qu'il y ait vraiment un squelette bien constitué, à savoir la boîte crânienne, plus la colonne vertébrale, ou bien qu'il y ait 125 os, 125 os. Ce qu'on appelle Rov Binyan ou Rov Minyan, la majorité du squelette, donc le crâne plus la colonne vertébrale, ça s'appelle Rov Binyan. Ou bien Rov Minyan, c'est 125 os. Pourquoi c'est Rov Minyan? Parce qu'il y a 248 os dans le corps humain. Le Rov, c'est divisé par 2 plus 1. 248 divisé par 2, 124. Plus 1, 125. Donc s'il y a 125 os qui sont dans cet endroit, sous le même toit, on est Mekabel Doum'a. Très bien. Maintenant, si on n'a pas les 125, ou on n'a pas le crâne et la colonne vertébrale, on n'a qu'un os par-ci, un os par-là. Là, c'est métamé que Bemaga ou Bemassa, que si je touche ou je porte. Mais pas si j'ai juste été au-dessus sans toucher. Le Seder, il n'y a pas de Tumat Ohel. Quel est le din maintenant si j'ai touché? En marchant, j'ai touché. Ou bien, j'étais messite. C'est comme Massa. Quel est le din? Tamé. Mais à condition qu'il y ait combien de quantité, de volume dans cet os? Le minimum, c'est Kasserora. Le volume d'un grain d'orge. Aetzem Kasserora. Metame. Bemaga ou Bemassa. Si c'est broyé à tel point que c'est comme de la farine, c'est plus métamé, même si je touche. Il faut qu'il y ait un certain volume dans l'os. La crémation enlève la Touma. Maintenant, si on marche dans ce champ qui a été labouré, et il s'avère que en dessous il y avait un squelette, et que le bœuf qui a tiré la charrue a broyé le squelette, et maintenant il y a des petits morceaux d'os dispersés à droite et à gauche. Mahadin. Midérabanan. Tout ce champ-là, il est interdit. C'est Midérabanan. Quoi, interdit de quoi? Pour un Kohen de marcher là-bas, ou quelqu'un qui a été là-bas, il est devenu tamé. Par exemple, moi je veux manger du korban. Mon korban Pessah. Je suis un juif, je mange du korban Pessah. Ou bien je veux monter sur le mont du temple. Je veux rentrer au Beth Amikdash. Si je suis tamé, je n'ai pas le droit. Alors quel est le din? Si j'étais tahor, mais j'ai traversé un champ où il y avait là-bas Beth Apras. Alors je suis tamé midérabanan seulement, pas minatora. Et d'ailleurs, Hachamim m'ont dit comment je fais pour rester tahor? Mais napeyah adam Beth Apras. Je prends un ventilateur ou un éventail et je fais souffler en marchant. Comme ça, s'il y a des particules d'os, elles s'envolent et je marche. Si je ne savais pas, alors j'ai pas pris le ventilateur avec moi, j'ai pas ventilé avec mon éventail, et bien j'ai certainement marché sur des petits os.
et certainement je suis tamé. Midé Rabbanan. Non. Ça fait que Tum'a Birshut Arabim Tao. Et Hachamim, quand ils ont interdit le Betapras, ça va sur quelle largeur? À partir du Kever, Mea Ama. Dans ce champ, on va Mea Ama, 50 mètres. Bravo. 50 mètres tout autour du Kever. Alors maintenant, quel est le din s'il y a un champ à côté du champ où il y avait le Kever? Est-ce qu'on va dans le Mea Ama? C'est-à-dire quelqu'un qui a labouré sur le labour. Il était à labour. C'est-à-dire qu'il a d'abord labouré un premier champ. Donc déjà on a dit Mea Ama, Betapras. Après ça, il y a un deuxième qui arrive avec sa charrue et il va labourer le premier champ et le deuxième. Il a fait une extension du premier Betapras vers un deuxième. Est-ce que le deuxième est assaut? Alors regardez ce qui est écrit dans la Mishnah. Ve'en Betapras, Rosé Betapras. Un premier Betapras ne va pas maintenant contaminer un deuxième. D'accord? Il n'y aura pas le din de Betapras dans les champs voisins. Pourquoi? Pourquoi il y aurait? On va voir. On va expliquer. C'est pas du tout pachout. Vous allez voir dans la Gemara des surprises. Encore. Ve'en teruma, ahar teruma. Si on avait deux associés qui étaient propriétaires des fruits, les deux, ils avaient un champ en commun, on a récolté les fruits, il faut prélever la terouma, et l'un des deux associés, sans se concerter avec l'autre, a été prélevé la terouma. Arrive le deuxième, il prélève lui aussi la terouma. Ça veut dire que le deuxième a dit, la terouma du premier ne me satisfait pas. Nous savons que la terouma ne peut être prélevée qu'avec l'approbation du propriétaire des fruits. On l'apprend du pasuk. Ken tarimu gamatem. Gam le rabot shluchachem. Ma'atem le da'at af shluchachem le da'at. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait le consentement et l'approbation du propriétaire des fruits pour que le prélèvement de terouma soit valable et valide. Quel est le din lorsqu'on a deux associés? Alors généralement, on dit que l'un est d'accord avec ce que l'autre fait, jusqu'à preuve du contraire. Quand nous voyons que le deuxième refait un prélèvement alors qu'on lui a dit que le premier a déjà fait, ça veut dire qu'il n'est pas content. Ni l'un ni l'autre. Hein? Ni l'un ni l'autre, c'est pas bon. Alors, ça c'est une discussion par rapport au premier. Par rapport au deuxième, pardon. Le premier, il a fait. Donc, a priori, ça veut dire que c'est cette terouma qu'il veut, et pas celle du deuxième. Le deuxième, il a fait, c'est-à-dire qu'il ne veut pas du premier. Ça, c'est le pshat pachout, vous avez raison. D'autres disent que le premier, il a fait parce qu'il pensait qu'il fallait faire. Il n'a pas voulu exclure d'Afka le deuxième. Le deuxième, il veut exclure le premier. Mais le premier, il ne veut pas forcément exclure le deuxième. C'est discuté. Mais on va laisser le pshat. Ni le premier, ni le deuxième ne sont valables. Pourquoi? Parce que chacun a manifesté son mécontentement par rapport à l'autre. En terouma, ahar terouma. Mais en temura, ahar temura. Qu'est-ce que ça veut dire en temura? Excusez-moi. Mais en temura, osa temura. Qui est-ce qui se rappelle qu'est-ce que c'est que temura? Échange. Lorsque Réhouven avait un korban, il avait sacralisé une bête. Et voilà que Réhouven a décidé, il a regretté, il voudrait échanger la première bête par une deuxième, même plus belle, Assour. Et s'il s'est permis de faire cet échange, les deux bêtes seront kadosh. Lo yahalifenu velo yemirenu. Ve'aya hamer yamir, ve'aya utmorato yekodesh. Ok. Quel est le dit maintenant? Si la deuxième bête qui a été contaminée par la première, c'est-à-dire que la deuxième aussi elle est sacralisée, il veut faire une témoura numéro 3 par rapport à la témoura numéro 2. Est-ce qu'on peut? Ça veut dire, il dit, je voudrais maintenant que la troisième remplace la deuxième. Il a trouvé mieux, encore mieux. Ouais, il a trouvé une meilleure encore. Il y a déjà combien de bêtises? Déjà la deuxième quoi? Il a mal route déjà d'un deuxième. On a dit que oui. On a dit que les deux
sont kadosh. Il va recevoir 39 coups, parce qu'il a fait une ravera, il ne fallait pas qu'il fasse ça. La troisième, Mais il maintenant, peut. ça a un impact ou pas? La deuxième, elle a été impactée par la première, oui ou non? Oui. Oui. Maintenant, là, s'il veut remplacer la deuxième par une troisième, il va Il recevoir peut. d'accord, des coups. Très bien. Mais est-ce que ça a impacté? Est-ce que ça a impacté? Oui, il peut. Ça ne devient pas La Torah elle a parlé de première à la deuxième seulement. Eh bien, il ne va pas recevoir de coups parce que la troisième n'est pas impactée par la deuxième. En temora, osa temora. Et je viens de dire le contraire. En temora. Le troisième ne devient pas Kadosh. En temora, osa temora. C'est clair, les gars. Écoutez encore, on peut se... Velo avalad, ose temora. Velo avalad, ose temora. Qu'est-ce que ça veut dire Velo avalad, ose temora? On a appris ça hier, ceux qui étaient là, que une vache qui était kadosh, elle était enceinte, elle était kadosh, elle a donné naissance à un petit, ce valad là, ose temora. D'accord? Mais comment? Oui. Alors, en avalad, ose temora. Bien que le valad, il était kadosh par le biais de sa mère, mais il n'était pas la kedusha d'origine. Le avalad, ose temora. Rabbi Yehuda Omer, avalad, ose temora. Rabbi Yehuda dit, bien sûr que le vlad, il peut faire une temora. Je ne suis pas d'accord avec Tanakama. Il n'y a pas de restriction. Que ce soit la mère ou que ce soit le fœtus qui est né, les deux ont le pouvoir de faire temora. Amroulo, on a dit à Rabbi Yehuda, Hegdesh ose temora, ve'en avalad ose temora. C'est uniquement la mère qui a été kadosh par la kedusha de l'homme. Là, il peut y avoir une temora possible. Mais le fœtus n'a pas été kadosh par la kedusha de l'homme, ne peut pas faire temora. Voilà, Rabotai, fin de la Mishnah, qui était longue, laborieuse. Mais vous n'êtes pas au bout de votre peine, puisque ce n'est que maintenant qu'on va commencer l'étude. Regardez d'abord la première halakha de la Mishnah, quand on avait dit que En amenduma medameya el alefireshbon. On avait longuement expliqué tout à l'heure que la terouma ne peut être mangée que par le Kohen. Un Israël a un issour formel de manger la terouma. Il ne peut manger que du houlin, hol. Mais quel est le din si la terouma s'est mélangée au houlin? Alors ça dépend. Si on a 100 fois plus de houlin que de terouma, il peut y avoir un bitoul. Il suffit juste de retirer un volume. Par exemple, il y avait 1 kg de terouma dans 100 kg de houlin. On prend 1 kg de ces 101 kg de ce mélange. On donne 1 kg au Kohen en disant peut-être que c'est de la terouma. Et le reste est permis. Le Israël pourra manger tout le reste. Mais dans la mesure où il y avait moins de 100 kg de houlin, tout est interdit pour le Israël. Il doit vendre le tout au Kohen. Mais s'il y a eu un deuxième mélange, c'est-à-dire quelqu'un par inadvertance a pris du premier mélange, il y avait par exemple 80 kg de houlin et 1 kg de terouma. Il a pris de ce mélange, il a mis encore dans 50 kg de houlin. Est-ce que le deuxième mélange est interdit? On a dit que le deuxième mélange serait interdit dans la mesure où en effet il n'aurait pas la proportion nécessaire pour annuler la quantité de terouma qu'il y a dans ce mélange. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se référer à 1 kg, il faut se référer à la quantité de terouma qu'il y a dans ce 1 kg. Alors, on l'avait expliqué tout à l'heure longuement qu'il fallait faire un calcul très simple. Si, par exemple, au début, il y avait 1 kg de terouma qui s'est mélangé à 80 kg de houlin, ça ne fait que combien de terouma y a-t-il dans le houlin? 1/80e. Alors, si ensuite, par inadvertance, on a pris 1 kg qu'on a mélangé encore dans du houlin, alors il y a combien de terouma dans ce 1 kg? Il y a 1/80e. On avait fait le calcul, 1 kg égale 1000 grammes, 1000 grammes divisé par 80 égale 12,5. 12 grammes, c'est 1/80e de 1 kg. Donc maintenant, dans le deuxième mélange, qu'est-ce qu'il faut que je calcule?
est-ce que j'ai de quoi annuler le 12 grammes de terouma, 12,5 de terouma? Combien il m'en faut? 1 kg 250 grammes de choline, ça me suffit. Pour annuler 12 grammes,5. Il suffirait que de prendre un petit bout, je donne 12 grammes,5 au Kohen, et zéro. Aïe aïe aïe, la Gemara nous dit Mantana, qui est l'auteur de cette halakha, de cette Mishnah? Amar Rabbi Chia Amar Rabbi Yochanan, Delo ke Rabbi Eliezer. C'est sûr que cette halakha ne convient pas à Rabbi Eliezer. Dites nan, car on a appris dans une Mishnah, Maseret Trumot, c'est Hachel Teruma, Shenafla le Parot Mime Hachel Hulin, qui est tombé dans moins de 100 sé'in de Hulin. C'est un volume. Venidme'u, et se sont mélangés. Venafal minam meduma le makom acher. Et de ce mélange, il y a eu encore un autre mélange. Rabbi Eliezer Omer Medam Meya ki Truma Vadai. Shani Omer Se'a Shenaflaï She'alta. Rabbi Eliezer, comme d'habitude, il est hyper mahmir. Et il dit que le deuxième mélange est interdit. Comme le premier mélange. Regardez s'il vous plaît les 3 verres. J'ai ici 3 verres, vous les voyez? 1, 2, 3. Ici, j'ai de la terouma. Ici, j'ai de la terouma. Il y a 1 kilo de terouma qui est tombé dedans. Il y avait combien de kilos ici? 80 kilos. 80 kilos de choline. Il y a 1 kilo de terouma qui est tombé dans 80 kilos de choline. Ça fait 81 kilos. Ensuite, donc on a dit tout ça, c'est assour pour le Israël. On ne peut le vendre qu'à un Kohen. Très bien. Ensuite, il y a 1 kilo qui est tombé de là, qui a été transféré de là à là. Là, il y avait combien? 50 kilos. Ou 60 kilos. Allez, on va dire 60. Il y avait ici 60 kilos de choline. 1 kilo de terouma est tombé dedans. Permis ou interdit? D'après notre Mishnah, permis. Rabbi Eliezer dit interdit. Pourquoi interdit? Parce qu'il dit peut-être que le kilo de terouma qui est passé de là à là, c'est le même kilo qui est passé de là à là. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est vraiment l'imagination débordante. Cette fois-ci, j'accepte vos cris. Ils sont légitimes. Rabbi Eliezer, il est toujours très mahmir, et il dit She'ani Omer, Se'a Shenafla, Se'a She'alta. Peut-être, il y a une probabilité de 1 fois sur 1 milliard, que peut-être que juste le kilo de blé qui est tombé de là à là, c'est le même qui est tombé de là à là. Et donc, aucune tolérance. Tolérance, 0. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Donc, notre Mishnah qui a été quand même indulgente, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer. Très bien. C'est le cas de Rabbi. On sait qu'elle la première n'a pas été contaminée, puisque le kilo est resté le kilo. Il n'est pas rentré dans les 80. Pourquoi? Si on va sur le Rabbi Eliezer, ton kilo que tu as mis sur les 80, c'est le même qui est passé sur les 40 que tu as mis derrière. Donc le premier, il n'est pas contaminé par la parfum. Excellent. Excellent, bravo. Il est magnifique. Rabbi Matok, aujourd'hui vous portez bien votre nom. Ah. Ouais. Je dis qu'aujourd'hui vous portez bien votre nom, Rabbi Matok. Je suis pas d'accord avec lui. Hein. Alors écoutez, il pose une excellente question. Vous savez c'est quoi sa question? Il dit maintenant, une fois que c'est retiré, alors tu devrais permettre la première, parce que si tu interdis la deuxième, eh bien, il a raison, il faut être cohérent. Ashrecha vetovla. Hazak Rabbi Matok. Eh bien, en fait, Rabbi Eliezer, il est mahmir. Pourquoi il est mahmir? Parce qu'il dit peut-être. C'est quoi ce peut-être? Peut-être que le kilo, il est resté dans le premier. Peut-être qu'il est tombé dans le deuxième. Alors les deux sont interdits, misafek. Car il est peut-être là, il est peut-être là. Cas d'école. Ça fait qu'il peut interdire les deux côtés. Oui, bien sûr. Quelle que soit la quantité de ça fait. On n'a pas d'assurance. Parce qu'on a un safek.
ne sait pas. Il est tiré par les cheveux. Non. Cas d'école. Non. La question, elle était belle, la réponse tout aussi belle. La Rabbi Eliezer, la quantification, elle s'appelait. Dans le premier, c'est ça. Number 2. La deuxième halakha, vous vous rappelez? En amechumatz mechametz et la lefecheshbon. Je répète pour vous rappeler. Si on a de la levure de terouma, c'est quoi de la levure de terouma? Monsieur Cohen avait de la terouma chez lui à la cuisine, il a fabriqué de la levure. Comment on fabrique de la levure? On prend de la pâte crue, et on la laisse moisir, et à un moment donné, ça se transforme en levain. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Cohen? Il a pris de cette levure, et il a mise dans une pâte fraîche, il a mis cette levure. Et voilà qu'il a maintenant du bon pain. Il a sorti ses halot de Shabbat pour manger, mais son invité, c'est le voisin, Monsieur Israël. Monsieur Israël dit à Monsieur Cohen, mais moi je ne peux pas manger chez vous ce pain. Donnez-moi de la baguette que vous avez achetée chez le boulanger qui est holine. Moi je ne peux pas manger ce pain. Et il lui dit, mais non, il y a très peu. Il y a un petit peu de levure. La levure de terouma, elle est très peu. Il dit, oui c'est vrai, mais on ne calcule pas cette fois-ci selon la majorité-minorité au niveau quantitatif, c'est surtout au niveau qualitatif. Puisque la levure a une qualité exceptionnelle, c'est de faire de la pâte du pain. Sans la levure, on n'a rien du tout. On n'a que des mofletas. D'accord ? Donc, si on veut vraiment du bon pain, alors il faut de la levure. Alors, on a une halakha. Davar hamid lo batel. Quelque chose qui donne la consistance, bien qu'en quantité il est minoritaire, mais étant donné que au niveau qualité, c'est lui qui donne toute la vie à cet élément, c'est la présure qui fait du lait, du fromage, c'est la levure qui fait de la pâte, du pain, étant donné que c'est marmide, l'obatel. Ok, alors tout est considéré comme terouma, et par conséquent, il y aura une interdiction pour le Israël de manger ce pain. Mais maintenant, la Mishnah parle d'un cas de figure plus complexe, à savoir que la première pâte, qui était de la levure, qui était devenue du levain, parce qu'il y avait dedans de la levure de terouma. À partir de cette pâte, qui était devenue de la levure, on est passé dans une autre pâte. Alors la deuxième pâte, elle est interdite comme la première ou pas? Là on a dit que, non, zevazé gorem mutar, bravo. On a deux levures. Levure permise, levure interdite. Comme on a deux levures, une permise et une interdite, et tu as mis dans la nouvelle pâte, alors tu dois faire le calcul. Si tu n'avais pas associé la deuxième levure qui est permise, la levure de terouma, à elle toute seule, aurait été suffisante pour faire fermenter la pâte, alors en effet, la deuxième pâte est interdite. Mais si la levure de terouma, elle était d'une quantité insuffisante pour faire fermenter la deuxième pâte, elle n'a pu faire fermenter la deuxième pâte qu'en lui associant une levure permise. Donc maintenant, nous avons trois éléments. Levure terouma interdite, levure choline permise. Ensuite, la pâte qui a fermenté grâce aux deux levures associées. Zé, vazé, gorem, mutar. Même si c'est qui n'est pas permis, la terouma était ultra majoritaire. Alors je voudrais d'abord qu'on lise la Gemara et qu'on étudie. Ve'en amechumatz mechametz ela lefi cheshbon. Amar Rabbi Chia, bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, matnitin delo ke Rabbi Eliezer. Une fois de plus, la Gemara procède par la même démarche, à savoir qui est l'auteur de notre Mishnah. Et la Gemara affirme avec certitude que notre Mishnah est certainement pas selon Rabbi Eliezer. Lui, il n'est certainement pas l'auteur de notre Mishnah. Pourquoi? Dites Nan, il y a une Mishnah dans Masechet Orla où Rabbi Eliezer va s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? C'est Or shel Cholin veshel Teruma shenaflu letoch ha'isa velo baze kede leachmitz velo baze kede leachmitz venitztarfu vechimetzu. Rabbi Eliezer Omer אחר אחרון אני בא והחכמים אומרים בין שנפל איסור לכתחילה בין שנפל איסור בסוף לעולם אינו אסור עד שיהיה בו כדי להחמיץ. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rabbi Eliezer dit, ça dépend qui est le dernier. Ça dépend qui est-ce qui est le dernier. Ça veut dire que, au début, j'avais une petite quantité de levure. Ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce qui a fait que maintenant la pâte commence à fermenter? C'est la faim. C'est la levure que j'ai rajoutée. Je mets de la levure, je mets de la levure, je mets de la levure. Tant que je n'ai pas mis toute la quantité requise pour faire fermenter une pâte, la pâte, elle ne va pas fermenter. Qui est le facteur déclenchant la fermentation? Aharon. Aharon, Aniba. Rabbi Eliezer dit, suis la logique. C'est qui a déclenché la fermentation? C'est la levure que tu as rajoutée à la fin. Alors, si au début, tu avais du issour, et après, tu as rajouté du éther, c'est le éther qui a déclenché, tout est permis. Si c'est le contraire, tu avais d'abord du éther et ensuite tu as mis du issour, c'est qui a déclenché la fermentation? C'est le issour. Tout est interdit. Hachamim disent, non. Ça dépend d'un autre yesod. Le principe est autre. Si par exemple, le issour, à lui tout seul, il aurait été suffisant, même s'il est le premier, et après ça, j'ai rajouté, c'est à colasso. Si c'est le éther, alors était suffisant de moutarde. Maintenant, si chacun n'était pas suffisant, j'avais très peu de levure assaut, très peu de levure moutarde, mais c'est l'assemblage des deux, l'addition des deux qui a fait que maintenant, j'ai suffisamment de levure pour faire fermenter la pâte. Alors ça s'appelle zé, mazé, gorem, moutarde. Hachamim disent que c'est ça. Hachamim omrim, ben shenafal issour le chatrina, ben shenafal issour le basof, le olam eno assour, ad sheyebo kede le ahmitz. S'il y avait suffisamment de quantité de levure assour, là ce serait assour. Mais si la quantité de issour était insuffisante, même si c'est égal. Le principe c'est pas ça. Le principe c'est, est-ce que si j'avais mis cette quantité de levure toute seule, cette quantité de levure assour, à elle toute seule, je l'avais laissée dans la pâte, ça aurait pu faire fermenter la pâte? Non. Non. Alors dans ce cas-là, elle a besoin d'être associée à une levure permise. Un complément. S'il dépasse ce qu'il a permis, s'il est égal, c'est toujours... Non. Même si j'ai 10 grammes, même si j'ai 10 grammes de éther et 90 grammes... Non. Écoutez ça. On a ici petit et grand. D'accord? Ça c'est grand, ça c'est petit. Le issour... Le issour, il est minoritaire. Ou bien même le contraire. Le issour, il est majoritaire. Le issour et le éther est minoritaire. D'accord? C'est-à-dire 80%. J'ai 80% de levure interdite. J'ai 20% de levure permise. Mais 80%, ça ne suffit pas pour faire fermenter la pâte. J'ai besoin de 100% de levure pour faire fermenter la pâte. Je n'ai que 80%. Ces 80%, ils sont assourds. Eh bien, figurez-vous que la pâte, elle sera permise. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pu fermenter que grâce à un assemblage des deux. L'obézé qui est de l'ahmitz, l'obézé qui est de l'ahmitz. Le issour tout seul, il ne peut pas. Le éther tout seul, il ne peut pas. C'est la somme des deux qui a déclenché la fermentation. Zé, vazé, gorem, muta. Cette somme-là qui est plus ou moins de l'un ou de l'autre, ça change rien. Ça change rien. L'assemblage, il a commencé par le cholin, et après il a rajouté kodesh. Ça devient un sourd ou pas? Tout dépend de la quantité du issour. Il faut regarder le issour. Lui tout seul, il aurait été suffisant pour faire fermenter la pâte? Non. Non. Alors dans ce cas-là, puisqu'il avait besoin du éther pour faire fermenter la pâte, c'est la résultante. La pâte, elle est le produit de l'assemblage du éther et du issour. Zé, vazé, on voit gorem. le dernier rajout. Le dernier rajout. Non, ça c'est Rabbi Eliezer. Ça c'est Rabbi Eliezer. Mishnatenu de l'ok et Rabbi Eliezer. Notre Mishnah, c'est sûr qu'elle ne suit pas l'opinion de Rabbi Eliezer. Et maintenant, on va rentrer dans un nouveau sujet. Mikvé. On avait vu dans la Mishnah que En Amaim Sheuvim Poslim et Mikvé, et là les Fecheshbon. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah? Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yochanan,
Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Nan. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer mikve shesh bo 21 se'a megeshamim memale bakatev 19 se'a upotkan למקווה ואין טהורים שהשאיבה מטהרת ברבייה ובהמשכה. Alors écoutez quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous, on a un bassin d'eau de pluie, mais dont la quantité est insuffisante pour la cache-route du mikvé. Le minimum requis est de 40 CA. J'ai, imaginons, moins que ça. Le mikvé n'est pas caché. Mais j'ai complété avec de l'eau chez Ouvim. Avec de l'eau qui est, on appelle ça, puisée. Alors quel est le deal? On va lire ce qui est écrit ici. Mikvé sheshbo esrim ve'achat se'a. Un mikvé qui contient 21 CA. Ça correspond à quoi 21? Le robe de 40. Bravo. 40 divisé par 2, c'est 20. Donc 21 CA, c'est le rov du mikvé. Donc j'ai combien d'eau de pluie cachère? 21 CA. Combien il me manque? 19. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut amener de l'eau puisée. Eh oh! De l'eau puisée? Il y a un moyen de rendre cachère. Comment? Mais Malé Bakatef, il remplit avec ses épaules, c'est-à-dire qu'il va prendre un seau, il va puiser, et il va puiser, il va venir en portant sur ses épaules des seaux d'eau, des seaux d'eau, des seaux d'eau. Mais Malé Bakatef, t'es Chaesre, CA, 19 CA, ou Potkan, la mikvé. Qu'est-ce que ça veut dire Potkan, la mikvé? C'est quoi cette histoire de potek? Potek, c'est ça. Il va faire ce qu'on appelle Hamshacha. Hamshacha. Hamshacha, c'est creuser un trou à côté du mikvé. Il va creuser un petit trou à côté du mikvé et il va mettre là-bas l'eau puisée. Et après il prend une pioche et il va créer une rigole, une petite tranchée. Et cette tranchée-là, qui va faire le point de jonction entre le petit trou et quoi? Et le mikvé. Et maintenant qu'il va creuser cette tranchée, ce canal, au travers de ce petit canal, toute l'eau qu'il a puisée, les 19 CA, vont couler, ruisseler vers le mikvé, et le mikvé va se remplir de cette eau. On va avoir combien maintenant dans le mikvé? 40 CA. Écoutez ça. Il y a une notion de hamshacha. Qu'est-ce que c'est que hamshacha? Hamshacha, c'est tirer l'eau d'un endroit à l'autre. Moshech. Alors d'abord, je crée un deuxième petit bassin à côté du premier bassin qui est le mikvé caché. Seulement, il lui manque là-bas une quantité. Il manque 19 CA. Je vais lui faire une hamshacha. C'est quoi hamshacha? Je creuse un trou à côté et je mets dedans cette eau puisée. Et ensuite, je crée un canal et l'eau va se transférer, se transvaser toute seule via canal de communication. Ça s'appelle Hamaim Nimshachim. Hamaim Nimshachim. L'eau puisée, elle est nimshach par le petit canal que j'ai créé et elle va se déverser dans le bassin. C'est quoi ce héter-là d'abord? D'où ça provient cette histoire-là de Hamshacha? Ça fait bizarre cette histoire. Il y a des mefarshim qui expliquent que l'eau qu'on a mis dans le sol, elle devient comme le sol. Elle est battelle au sol. Comme si ce n'était pas de l'eau que j'ai puisée. Comme si c'était de l'eau qui était là initialement. Et donc cette eau-là, elle va être nimshechet, et elle va se déverser dans le bassin. C'est comme si c'était de l'eau du sol. C'était pas de l'eau que j'ai puisée.
l'eau que j'ai mise sur le sol, comme si elle était absorbée dans le sol. Et de ce fait, elle n'est pas Mekabel Toum'a. De ce fait, c'est de l'eau naturelle qui provient du sol, comme l'eau de source. Ça n'a plus le statut d'eau, le Maïm Sh'ouvim, c'est de l'eau qui provient du sol. Nimshach. Et d'ailleurs, ils veulent dire que cette possibilité de dire que l'eau, c'est comme si elle était absorbée dans le sol et fait partie du sol et ressort du sol, ça ne marche que sur de la terre battue, qui est capable d'absorber le sol. Mais je ne peux pas faire ça dans du carrelage. Pourquoi? Parce que le carrelage, il ne peut pas absorber le sol, il ne peut pas absorber l'eau. Il ne peut pas absorber l'eau. Donc je ne peux pas dire que l'eau que j'ai déversée dans ce trou-là, il fait partie de la terre. Il est détaché du sol. La terre elle va avaler les 19... Normalement, la terre, elle peut avaler. Elle peut. Mais le carrelage, il ne peut pas. Donc même potentiellement, il n'y a pas de possibilité d'annexer l'eau à la terre quand on a du carrelage. Alors, le din, il est comme ça. Si j'ai deux conditions, Aleph, Revia. Deuxièmement, Hamshacha. C'est quoi Revia? Revia, c'est ribouille. Le rov. Combien d'eau j'ai dans le bassin? 21 CA. En plus, sur ces 21 CA, qu'est-ce que j'ai fait? Hamshacha. J'ai tiré l'eau d'ailleurs, c'est-à-dire j'ai mis un trou, j'ai creusé un trou, j'ai mis dedans l'eau puisée, et ensuite j'ai tiré cette eau vers le bassin. Je l'ai attirée vers le bassin. Quand on a deux éléments réunis, Hamshacha Urvia, alors Zebseder. Regardez ça. C'est pas 19. 30. Alors, on peut mettre même les 40 CA. Pourquoi on a besoin de Revia, même sans Revia? Alors, regardez ça. Vem shashi iba metaheret birvia ou behamshacha. D'accord? La Gemara dit Miklal de Rabbanan Savre, de birvia ou behamshacha. L'autre, qu'est-ce que tu veux dire? Que Rabbi Eliezer, c'est lui qui permet. D'accord? Rabbi Eliezer, c'est lui qui permet quand on associe Revia et Hamshacha. Mais Hachamim, quoi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que ça ne suffit pas. Ils sont mahmirim. D'accord? Donc eux, ils sont mekilim, et lui, il est matir. C'est qui ce Rav? Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est pas le même Rabbi Eliezer. Pas Rabbi Eliezer ben Orkanos. La Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi? Et là, Dehadeki Atarabin Amarabi Yohanan, Sheuva Shim Shichua Kula Teora, Mané, Laura Banan Velo Rabbi Eliezer. Rabin a dit au nom de Rabbi Yohanan encore plus fort. C'est pas seulement quand j'ai 21 CA d'eau de pluie auquel j'ai rajouté 19 CA de Hamshacha que le migvé va être kasher. Même si on a 40 CA de Hamshacha, c'est motard. Ça veut dire que quoi? Tu peux fabriquer un mikvé tranquille. Comment? Tu creuses un bassin, et à côté de ce bassin qui est vide, tu vas creuser un petit trou. D'accord? Tu vas faire un autre bassin. Fais un autre bassin. Et tu remplis ce premier bassin, le deuxième bassin, tu le remplis de 40 CA d'eau que tu as puisé. Et après, tu vas créer une rigole, une tranchée pour transvaser le contenu du deuxième bassin vers le premier bassin. Et comme ça, tu seras tranquille. Tu as fait Hamshacha. Et Rabbi Yohanan dit que c'est kasher. Même si tu fais une Hamshacha sur les 40 CA, c'est kasher. Oh, Rabbi Yohanan, c'est un Emora. Il peut être cholek sur des Tanaïm? Non. Il peut s'appuyer sur un Tanaïm, il ne peut pas être cholek sur tous les Tanaïm. Or, maintenant que tu me dis que Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui est Mekil, lui, il autorise une minorité de Hamshacha. Il faut d'abord 21 CA dans le bassin d'eau de pluie, auquel on va rajouter 19 CA d'eau puisée, mais par le biais de Hamshacha. Alors là, on a deux éléments. Ribouille, ce qu'on appelle Revia. Ribouille, le Rov, 21 par rapport à 19, c'est le Rov. Plus Hamshacha, que les 19, tu les as ramenés ici comment?
Pas stam, t'as rajouté. T'as pas versé directement dans le bassin. Tu les as ramenés par le biais de la Hamshacha. Et Hachamim, qu'est-ce que tu supposes qu'ils pensent? Le contraire de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ils sont plus mahmirim. Et donc ils nous disent, il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. Tu ne peux pas autoriser un mikvé comme ça, par une Hamshacha. Je ne connais pas l'histoire d'un Hamshacha. Si Hachamim pensent ainsi, qu'ils sont plus mahmirim que Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors je ne comprends pas sur qui s'est appuyé Rabbi Yohanan pour affirmer une chose pareille, que même 40 CA de Hamshacha, c'est moutar. Ni Rabbi Eliezer ben Yaakov ne pense ainsi, et ni Hachamim ne pense ainsi. Alors quoi, Rabbi Yohanan le Hémora, il est cholek sur tous les Tanaïm? Hasbe Shalom. Et la Vadaï, quand on a dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit ceci, mais Hachamim pense autrement, il pense autrement, non pas la Humra, mais la Kula. Lui, il a toléré seulement 19 Se'in, Be'amshacha, car il exige 2 éléments, Reviya plus Amshacha. Mais Hachamim, qui sont plus tolérants, qu'est-ce qu'ils disent? Même 40 CA Be'amshacha, c'est permis. Alors, si même 40 CA Be'amshacha, c'est permis, donc notre Mishnah Rabotai, qu'est-ce qu'elle a dit? En Amaim Sh'uvim Poslim et Amikve, et là, les Ficheshbon. En Amaim Sh'uvim Poslim et Amikve, et là, les Ficheshbon. Qu'est-ce que ça veut dire Maim Sh'uvim? Par la Hamshacha. Et là, les Ficheshbon, c'est quoi? Que 19 par rapport à 21. Mais ça, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. D'accord? Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Comment? Les 40, c'est un Shuvim. Tout est permis. D'accord? Tout est permis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qui l'auteur de la Mishnah maintenant? Les Hachamim, eux, ils permettent, même si c'était la totalité, mais Hamshacha. Alors, Rabbi Yohanan, comment il comprend la Mishnah? Et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que la Mishnah va d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov? Parce que le Lachon de la Mishnah s'écrit comme ça. En hamaim hashuvin poslim et amikve, et là les fecheshbon. Ça veut dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est venu pour être mekil. Pardon, la Mishnah est venue pour être mekil. On interdirait que si il y a une raison d'interdire, que s'il y a une quantité suffisante. Combien faut-il pour interdire avec Maim Sh'uvim? Combien? Il faut 20 Se'im. Mais si tu n'as que 19 c'est Besséder. D'accord? Quand tu me dis ce lachon-là, ça veut dire que tu es venu pour être mekil. Mais maintenant, tu me dis que le contraire, Rabbi Eliezer ben Yaakov est venu te mahmir. Parce que Hachamim, ils sont matirim, même 40 CA Be'amshacha. Même 40 CA de Sh'uvim, c'est permis. Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire non, je ne permets pas 40. Je permets que 19 sur 21. D'accord? Donc il vient être mahmir. Or, le lachon de la Mishnah n'est pas un lachon de Humra. Le lachon de la Mishnah, c'est un lachon de Kula. Puisqu'on est en train de dire En amaim hashuvim poslim et amikve. Et là, les cheshbon. On ne peut disqualifier le mikvé que si on a le cheshbon. Lequel cheshbon? De 20 CA de shuvim. Mais si tu n'as que 19, c'est kasher. Ce lachon-là, il vient pour être matir ou il vient pour être osser? Il vient pour être matir. Quand tu dis enoposel est là, un lachon de enoposel est là, c'est que tu viens de me chercher le héter. Or, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui au contraire, il est mahmir. Il dit au Hachamim, chas veshalom, vous autorisez un mikvé qui est entièrement sh'uvim par le biais de la hamshacha? Non. Moi j'exige hamshacha plus reviya, qu'il y ait un rov de maïm shel geshamim, mekshamim. Il faut d'abord un rov de mekshamim. Et là, j'autorise la hamshacha pour 19. Donc c'est impossible ton pirouche. Il faut trouver un autre pirouche à la Mishnah. Est-ce que tu as un autre pirouche? Il me dit oui, j'en ai un. Écoutez le deuxième pirouche. El Amar Rav Papa, les Cheshbon Kelim, ויוסף בן חוני, דתניא, 3 לוגים מים שאובים שנפלו למים, ב2 ו3 כלים, ואפילו ב4 ו5 כלים פוסלים את המקווה.
Yossi ben Honi Omer, Bishnayim u'shlosha kelim posel ta mikveh, be'arba ve'chamisha en poslim et mikveh. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit tout à l'heure qu'un mikveh, tant qu'il n'est pas encore cachère, il est fragile. Un mikveh qui est cachère, il a déjà 40 CA. Même si après tu lui rajoutes de l'eau qui n'est pas cachère, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 déjà. Kama batil. Le mikveh, il est là. Il est cachère. Après, toute l'eau que tu rajoutes, ça devient de l'eau du mikveh. Il n'y a pas de problème. Par contre, si j'avais un mikveh dont le volume était inférieur à 40 CA, donc il n'est pas caché, moi je lui mets maintenant de l'eau sh'ouvim. Vous entendez? Regardez. Je prends un exemple. Écoutez bien. J'ai 39 CA. Le mikveh est cachère? Non. Non. Ensuite, j'ai mis une CA d'eau non cachère. Maïm sh'ouvim. Le mikveh est cachère? Non. Non. Après, j'ai rajouté encore de l'eau geshamim. Il y a de l'eau qui est tombée du ciel. Et ça m'a fait encore une CA. Le mikveh est cachère? 39 plus 1, 40. Bravo. 39 plus 1 plus 1. Écoutez bien. 39 cachère. Plus 1 non cachère, plus 1 cachère. Le mikveh maintenant il est cachère, oui ou non? Je dis non. Pourquoi vous dites non? Parce que c'est après. C'est-à-dire que c'est comme l'histoire de quand on a le bassin des halab, on remet par-dessus de. C'est interdit. Bravo Rabbi Shimon. Chazak. Étant donné que le mikveh n'était pas encore cachère, il était vulnérable. Celui qui l'a complété à 40 CA, c'était du non cachère. Maintenant, j'ai un mikveh non cachère. Tu rajoutes maintenant du cachère, trop tard. Trop tard, on a dit que l'autre le salue. Elle compte pas. On dit ça en la non cachère. La non cachère, elle m'a rendu tout le mikveh non cachère. Alors maintenant, je rajoute, ça ne va pas devenir cachère. C'est l'histoire de Batel Béchichi, du bassin des halab. Voyez-vous? Regardez ça. Si j'avais 40 CA de cachère, après ça, je peux rajouter autant de non cachère, c'est pas grave. Mais si au début ce n'était pas encore cachère, j'ai rajouté du non cachère, ça a rendu l'ensemble non cachère. Après, même si je rajoute du cachère, ça ne sert à rien. Il y a un shirour d'eau non cachère qui pourrait rendre le mikveh qui n'était pas encore cachère le disqualifier. Quelle est la quantité d'eau minimale de maïm sh'ouvim, qu'on appelle de l'eau non cachère, qui est nécessaire pour disqualifier un mikveh? Quoi, j'ai mis par exemple un verre, d'accord? J'ai mis juste un verre, comme j'ai expliqué. J'avais 39 CA. J'ai mis un verre de maïm sh'ouvim. Après, il y a de l'eau de pluie qui est tombée. Tu vas me dire, ça y est, tu as mis un verre d'eau, c'est fini? Non. Il faut un minimum de 3 logim. Ça veut dire quoi? Pour 3 logim. C'est quoi un log? Un log, c'est l'équivalent de 6 betsim. À peu près 34 centilitres. 1 litre. Comme une canette. Une canette, c'est un log. 3 logim, c'est le volume de 3 canettes. 1 litre. 1 litre. Alors, 1 litre, c'est 3 logim. S'il y a eu 1 litre d'eau, sh'ouvim, voyez-vous l'eau de la bouteille. Ici, j'ai exactement 1 litre. Si ça, je l'ai versé dans le mikveh où il n'y avait pas encore 40 CA, chlet, j'ai tué le mikveh. Et même si maintenant, il y a eu, comment on appelle ça, l'eau de pluie qui arrive, finish. Moins je peux rajouter. Moins, bravo. Si j'ai moins que 3 logim, alors c'est pas beaucoup d'eau, alors ça ne va pas disqualifier. Après, je peux rajouter de l'eau geshamim et c'est bon. Maintenant, écoutez ça. Il va y avoir une mahloket entre les Tanaïm à propos de la tolérance. Il y a un Tana qui dit c'est possible d'avoir 3 logim d'eau dans le mikveh qui n'était pas encore rempli et pourtant on ne va pas disqualifier le mikveh. Comment? Si, quand tu as versé ce litre-là, tu l'as mis en plusieurs fois. À chaque fois, tu as mis
moins d'un log. D'accord? J'ai rempli. Dans ce verre, il y avait 20 centilitres. Après encore, un Kelly, 20 centilitres. Quand Kelly, 20 centilitres. Quand 20 centilitres. Jamais j'ai mis des logim entiers. Dans ce cas-là, c'est caché. Il peut remplir le sien. Ça veut dire que ça n'a pas tué le micro. Quand est-ce... Eh bien, Hachamim disent... Hachamim ne sont pas d'accord. Et ils disent, ça s'additionne, sauf ça s'additionne, je ne comprends pas. Mais Yossi ben Honi disait que ça dépend. Si par exemple tu as mis les 3 logim en une fois, c'est sûr que tu as tué le mikvé. Tu l'as fait en 2 fois, un log et demi, tu as tué le mikvé. En 3 fois, un log, tu as tué le mikvé. Et si tu as fait en 4 fois, donc il n'y avait pas un log, il y avait moins d'un log quand tu as versé. Même si finalement tu additionnes, ça fait 3 logim de quantité, tu n'as pas tué le mikvé. Tu peux maintenant rajouter Mekshamim et tout va bien. Alors je peux remplir comme ça, moi, pas la peine. À chaque 10, 20 centilitres, 20 centilitres, le 40 CA, je peux le faire comme ça. Non, ça ne devient pas de l'eau cachère. C'est juste de l'eau qui ne va pas tuer le mikvé. Pourquoi il dit Arba Hamisha? C'est ça, Arba ou Hamisha Kelim, c'est-à-dire plus de 3 Kelim. Plus de 3 Kelim. 4, 5, 6, 7, 8. Comment? J'avais 4, ça te suffit. Oui, c'est une façon de parler. Plus de 3 Kelim. Regardez ça. Et là, Marav Papa. Mais fait Cheshbon. C'est quoi le mot Cheshbon ici dans la Mishnah? C'est pas du tout un calcul comme on a l'habitude de comprendre dans tous les autres sujets. Ici, Cheshbon, c'est le nombre de Kelim. C'est comme si on avait dit des filles mispar. En Amaim Shuvin Poslim et Amikve. Et là, les filles mispar Kelim. C'est quoi? Si tu as 4 Kelim ou 5 Kelim, c'est-à-dire si tu as que 3 Kelim, pas bon. 2 Kelim, pas bon. 1 Keli, pas bon. Mais s'il y a 4 ou 5, c'est bon. 4 Kelim de moins d'un log à chaque fois. Exactement. Et là, Marav Papa, les fichesh bon kelim, ve Yosef ben Honihi de Tanya, shloshet logim haim shuvim, shenaflu la maim, 3 logim d'eau puisés sont tombés dans le mikvé, bishnaim o shlosha kelim, si c'était en 2 ou 3 kelim, vafilu be'arba b'chamisha kelim, ou bien même si c'était 4 ou 5, poslim et amikvé. Hachamim disent que ça change. 2 ou 3, 4 ou 5, tout est interdit. Parce que le résultat qui compte, tu additionnes, tu arrives à 3 logim, tu as tué le mikvé. Yossi ben Honi Omer, Bishnaim u'shlosha kelim possède et amikvé. Aval be'arba'a ve'chamisha kelim, enam poslim et amikvé. Yossi ben Honi te dit, non, ça dépend. Si tu as mis en 2 fois ou en 3 fois, is not good. Mais si tu as fait en 4 ou 5 fois, is good. Donc notre Mishnah, elle va d'après Yossi ben Honi, qui autorise. Comment il a pas l'impression qu'on ait une histoire d'additionner? Ça additionne sauf ça. Quelle est sa chita? Parce qu'il dit qu'à chaque fois, c'est pas hachouv. À chaque fois, tu n'as pas un log. À chaque fois que tu as mis, ce que tu as mis, c'est pas hachouv, c'est baptême. C'est le premier, le deuxième. Quoi? C'est baptême, une fois que le premier, Kama Kama Batil. Tu reviens, une demi-heure après. Kama Kama Batil, répétez. Tout de suite, il Non, en araméen. Kama Kama Batil. Traduction. La goutte, première goutte, baptême. Deuxième goutte, baptême. À chaque, tu peux pas dire à la fin ça s'additionne. Mais mettre une mahloquette, c'est toute la mahloquette. Est-ce qu'on additionne ou pas? Il y en a un qui dit Kama Kama Batil. Le premier, il est baptême, donc c'est comme s'il n'existe Il faut pas. faire tout de suite ou bien... Même après, même tout de suite, c'est-à-dire même après l'autre. Pas en une fois. C'est ce qui se passe quand il y a une shira, de toute façon. Quand il y a une shira, et il y a chacun entre l'eau qui arrive, qui est permise, et celle qui est interdite, et il y a très peu d'interdits qui se mélangent. Là-bas, c'est pas pareil. Là-bas, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que là-bas, on a déjà un mikvé caché. Le bassin, le premier qui se trouve derrière le mur du mikvé, c'est un bassin qui a déjà 40 CA. On n'est pas dans le moins de 40 CA. Si à la base on est à 40 CA, Flet, on ne peut rien faire avec. même si il y a cette méchira. Bien sûr. Amshacha, ce qu'on a nous, c'est Ashaka. Ne pas mélanger Amshacha et Ashaka, c'est 2 mots différents. Chacun. Il y a un shachar. Il y a obligatoirement. C'est quoi Amshacha? C'est l'eau. Le mikvé que nous avons, nous, c'est Amshacha. La vin.
était là quand il y avait 21. C'est Hamshacha. Mais non, ici, on n'a pas de Hamshacha, ici. Ici, on a Hashaka, c'est-à-dire on a deux bassins stagnants, il n'y en a aucun qui bouge, il y a juste une Hashaka entre les deux. Ça, c'est autre chose. Encore, une autre halakha qui n'a absolument rien à voir. En mechatat nasin mechatat. L'eau purificatrice, l'eau lustrale, elle devient mechatat que lorsqu'on y a mélangé les cendres de la vache rousse. Mais dans quel ordre? Dans quel ordre? Très vrai. C'est pas bien ce que je fais parce que j'ai une bouteille à seau. Il faut que ce soit Maïm Haïm El Keli. Il faut que ce soit puisé directement de l'autre source. C'est le Maïm Haïm. C'est Maïm Metim. Ça a été déconnecté de la source. Maïm Haïm, c'est de l'autre source qui jaillit dans le sol, qui vit, de l'eau vive. Mais juste pour l'illustration, je mets d'abord l'eau de source dans le Keli. Ensuite, je prends la cendre de la vache rousse et je mets dans l'eau. Il faut que ce soit dans cet ordre. La Gemara demande Mantana. Mantana, c'est qui l'auteur de celui qui dit que si on a inversé et qu'on a d'abord mis la cendre dans le Keli et ensuite l'eau, eh bien ce n'est pas cachère. C'est pas cet ordre-là, non? Écoutez 2 minutes. Mantana, c'est qui l'auteur qui exige de mettre d'abord de l'eau et ensuite la cendre, et que si on a inversé, qu'on a mis d'abord la cendre dans le Keli pour mettre de l'eau par la suite, ce n'est pas cachère. Mantana, Amarabechi Abaraba, Amarab Yochanan, Delo ke Rabbi Shimon, Detanya, Hegdim Afar Lamaim Pasoul, mais Rabbi Shimon Marchir. On voit ici une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon il dit, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre d'abord la cendre dans le Keli et ensuite tu rajoutes l'eau. Chachamim ne disent pas du tout. Si tu as fait ça, c'est pas caché. Hegdim Afar Lamaim Pasoul. Rabbi Shimon Marchir. La Gemara pose la question, elle dit Maïtama de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon dit que c'est cachère, même si il a mis d'abord la cendre de la vache rousse et ensuite l'eau? Mais c'est écrit Venatan Maïm Haïm El Keli. Il faut que l'eau précède la cendre. Aïe 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 aïe. Maïtama de Rabbi Shimon dirti velakhu latam me'afar serefata hatat venatan alav maim hayim ותניא רבי שמעון אומר וכי עפר הוא והלא אפר הוא שינה כתוב ממשמעו לדון ממנו גזירה שווה נאמר כאן עפר ונאמר להלן עפר מה להלן עפר על גבי מים אף כאן עפר על גבי מים ומה כאן אם הקדים עפר למים כשר אף כאן אם הקדים עפר למים כשר. Qu'est-ce que ça veut dire? Afar sota. Il y a une halakha qu'un homme qui soupçonne sa femme de l'avoir trompé, il doit l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau dans laquelle on a effacé la paracha de Sota. Le Kohen allait inscrire tout le sujet de la Sota, de la femme adultère qui figure dans Parashat Nasso. Et après il prenait ce parchemin, il effaçait dans l'eau, cette eau qui était dans le Keli, et ensuite il mettait dedans du Afar. Il prenait du Mishkan, il prenait du Mikdash, du Afar de la terre du Beth Amikdash, et il mettait quelques graines de poussière du Afar, du Beth Amikdash, dans ce Keli où il y avait l'eau, où il avait effacé le texte. Comme c'est écrit dans le Passouk. Umina Afar, Asher Yebekarka Mishkan, Ika HaKohen Venatan El Lamaim.
Ça, c'est lorsque le mari avait averti sa femme, il lui avait dit attention, je t'interdis de t'isoler avec cet homme. Elle s'est quand même isolée, donc plane sur elle le doute. Alors la Gemara nous dit la chose suivante. Rabbi Shimon, il s'arrête sur l'anomalie du Passouk. Il y a à propos de Paradouma une anomalie. Qu'est-ce qui est écrit? Velakah, on s'est marqué, Velakhu latame me'afar serefat ahatat, venatan alav ma'im haim. Velakhu latame me'afar serefat ahatat, venatan alav ma'im haim. Ça veut dire que quoi? Il doit prendre du FR et ensuite il verse dessus de l'eau. Reprenons depuis le début. La Gemara, quand elle demande Maïtama des Rabbi Shimon, Dirtiv Velakhu latame me'afar serefat ahatat venatan alav ma'im haim. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit clairement dans le Passouk que tu peux mettre de l'eau sur le FR. Qui t'a dit qu'il faut mettre d'abord l'eau et ensuite le FR? Non, au contraire, c'est écrit le contraire. Dans le Passouk, c'est écrit Velakhu latame me'afar serefat ahatat venatan alav ma'im haim. Rabbi Shimon, ce qu'il dit, c'est écrit clairement dans le Passouk. Qu'est-ce qu'il veut le Hachamim? Alors quoi, Rabbi Shimon, il pense qu'il faut d'Avka mettre la cendre dans le Kéli et ensuite l'eau? Il te dit non. Mais Tania Rabbi Shimon Omer Vechi Afaru Vealo Eferu. Pourquoi la Torah a appelé la cendre de Para Adouma Afar? C'est pourtant de la cendre, c'est du FR. C'est anormal. Ce n'est pas le mot approprié. Le terme approprié pour la cendre, c'est de FR. Alors pourquoi la Torah l'a appelé Afar? C'est pour faire une Gzera Shava. Et comparer le FR de Para Adouma au Afar de la Sota. La femme soupçonnée d'adultère, on lui fait boire de l'eau où on a mélangé de la terre. Celui qu'on asperge parce qu'il a touché un mort, c'est de l'eau mélangée à la cendre. Pourquoi la cendre de la vache rousse, tu l'as appelée Afar? C'est pour comparer le Afar de Para Adouma au Afar de la Sota. Et de la même façon que pour le Afar de la Sota, quel est le din? Il faut d'abord mettre de l'eau et ensuite mettre le Afar. Comme c'est écrit, Umine Afar Asheriye Bekarka Amishkan, Ika Hakohen Venatan, El Amaim. C'est écrit clairement qu'il faut mettre le Afar dans l'eau et pas l'eau dans le Afar. Alors on apprend du Passouk là-bas, Gzera Shava, que même si tu as inversé, tout va bien. Alors on a deux psukim. On a un Passouk qui te dit la cendre sur l'eau. Il y a un Passouk qui te dit l'eau sur la cendre. Qu'est-ce que tu fais? Le premier Passouk s'écrit Velakhu latame me'afar serefat ahatat venatan alav ma'im haim. Donc tu vois qu'on met l'eau sur le Afar. Velakhu latame me'afar serefat ahatat venatan alav ma'im haim. Donc tu mets l'eau sur le FR. Et d'autre part, tu as une Gzera Shava qui te dit compare la cendre de la vache rousse à la terre de la Sota. La terre de la Sota, comment ça se passe là-bas? Clairement, c'est écrit qui met le Afar dans l'eau. Alors, regardez-moi ça. Malehalan Afar al-Gabe Amaim, Afkan Afar al-Gabe Amaim, Umakan Nimigdim Afar la-Maim Kasher. Afka nigdim afar lamaim kacher. Et aussi, on apprend la sota de Para Adouma pour dire que il y a a priori et il y a a posteriori. Les chatechila, il faut d'abord mettre l'eau et ensuite la terre. Mais s'il a mis d'abord la terre et ensuite l'eau, mais Dirabat c'est kacher, d'où tu le sais? Eh bien, tu le sais de Para Adouma. Et dans Para Adouma, d'où tu le sais? Achamin Alan. Mais ici, dans Para Adouma, d'où tu sais que c'est caché dans les deux sens? Il te dit comme ça.
Très activé. Parce que j'ai deux psukim qui se contredisent. Il y a un pasuk qui dit Venatan alav maim haim alma efer beresha. Venatan alav maim haim. Ça veut dire que tu mets d'abord dans le keli, tu mets de la cendre et après tu mets de l'eau. Donc efer beresha. C'est quoi efer beresha? La cendre en premier. Ve'adar ktiv. Mais après il y a un autre pasuk qui dit maim haim el keli. Le maim haim ça doit aller où? Dans le keli. C'est-à-dire dans le keli il n'y a pas de cendre. Contradictoire. Haketzad. Comment tu comprends la contradiction? Ratsa, afar les mata, ratsa, afar les ma'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il veut, eh bien en effet, il fait ce qu'il veut. Nachon. L'exara Shabbat sert à te dire que dans les deux sens c'est bon. Oui, mais là on vient de le dire. Donc nous avons en effet une autocontradiction des psukim. Selon un pasuk, Venatan maim haim el keli, donc il faut mettre d'abord l'eau et ensuite les cendres de la vache-rousse. Selon l'autre pasuk qui dit Venakro la tamem erafar sefat ahatat venatan alav maim haim, alors il doit mettre d'abord la cendre et ensuite l'eau. Puisque c'est contradictoire, qu'est-ce que je fais? Alors la Gzera Shava m'indique qu'il y a l'Echatrila et il y a Bedi'avad. Bedi'avad, peu importe l'ordre. On met d'abord la cendre ou d'abord l'eau dans le keli, vous allez me chaner. Mais l'Echatrila, qu'est-ce qu'il faut faire? La Gzera Shava me dit apprendre de Afar Sota. Comme pour la Sota, la femme qui a été soupçonnée par son mari d'avoir trompé, et il amène au Beth Amikdash, et là-bas le Kohen, après avoir effacé le texte de la Sota dans l'eau, il met du Afar du Mishkan. Il prend du Beth Amikdash, du Afar qu'il y a sur le sol, et il met ce poudre sur l'eau. Donc là-bas, c'est marqué clairement dans la Torah qu'il met le Afar dans l'eau. Comme c'est écrit, alors c'est pour ça que les Khatrila, c'est comme ça que ça doit se passer. Et la Gemara dit Maï Hazid Amar Tsifa Dikra Davka, Dinma Resha Davka, El Keli, Shete Hiyutan Bakeli, Maïm Haïm El Keli. Il faut que l'eau de source parvienne au Keli directement. Et pas qu'il y ait une Hatzitza, un écran, en mettant de la cendre à l'intérieur qui va empêcher le Maïm Haïm El Keli. Il faut que ce soit de l'eau vive au moment où tu puises. Donc il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit dedans à l'intérieur.